Mes parents ont dit à l'hôpital, c'est juste une chirurgie mineure. Va profiter de la remise des diplômes de ta sœur. Elle ira bien. Le médecin a appelé depuis les soins intensifs. Personne n'a répondu. Mon nom est Margot Hale. J'ai 26 ans. Et il y a 4 mois, mes parents m'ont embrassé sur le front dans un couloir d'hôpital, m'ont dit que ce n'était qu'une intervention chirurgicale mineure et ont conduit 4 heures pour voir ma sœur marcher sur scène en toge et mortier. 6 heures plus tard, mon chirurgien les a appelés depuis les soins intensifs. Ma mère n'a pas répondu. Elle a rappelé 47 minutes plus tard, debout dans les toilettes d'un restaurant, avec encore du champagne sur son haleine. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni mon père, ni ma mère, ni ma sœur, Delia, c'était que le docteur Navarro m'avait déjà dit, avant de me faire entrer dans la salle d'opération, que ce n'était pas mineur, qu'il avait essayé de leur dire, et que personne n'avait écouté. Ce seul jour a divisé ma famille en deux, pas bruyamment, pas avec des cris ou des portes qui claquent. Cela se divise comme les fissures osseuses sous une pression tranquille et répétée, invisible, jusqu'à ce que quelqu'un regarde enfin l'image. La famille Hale vivait au 47 rue Beerwood. Un colonial de 3 chambres dans une banlieue juste au sud de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Un revêtement blanc, des volets noirs et une boîte aux lettres en forme de petite grange que mon père a installée l'été de mes 8 ans. De l'extérieur, elle ressemblait à n'importe quelle autre maison du quartier. Des haies bien taillées, un panier de basket dans l'allée que personne n'utilisait plus, un drapeau américain que mon père remplaçait chaque 4 juillet avec une précision presque religieuse. À l'intérieur, c'était comme un sanctuaire pour ma sœur. Mon nom est Margot. Je suis la plus jeune. 3 ans derrière Delia dans tout, ordre de naissance, attention, priorité. Mon père, Glenn Hale, dirigeait une succursale régionale d'une banque de taille moyenne dans la banlieue. Il portait des chemises amidonnées tous les jours, gardait ses cheveux séparés à gauche, et croyait en 2 choses avant tout, le travail acharné et l'apparence. Ma mère, Judith, enseignait la 3e année à l'école élémentaire de Greenfield. C'était le genre de femme que les autres parents décrivaient comme chaleureuse, dévouée, toujours souriante lors des événements scolaires, toujours volontaire pour les ventes de pâtisserie. Et elle était tout cela, juste pas de manière égale pour ses 2 filles. Delia était la fille. Je ne dis pas cela avec amertume. Je le dis parce que c'était simplement la vérité gravitationnelle de notre foyer. Elle avait 3 ans de plus, un M50 de plus, et était infiniment plus visible. Elle parlait tôt, marchait tôt, lisait tôt. Au moment où elle était au collège, elle était présidente du conseil étudiant, vedette de la comédie musicale de l'école, capitaine de l'équipe de débat. Elle remplissait les pièces comme la lumière remplit une fenêtre, sans effort, complètement. Mes parents orbitaient autour d'elle. J'étais plus calme, pas timide exactement, mais prudente. J'aimais dessiner. J'aimais m'asseoir dans le coin du salon avec un carnet de croquis pendant que tout le monde regardait Delia répéter ses répliques pour la pièce dans laquelle elle jouait ce semestre-là. J'étais bonne à l'école, des notes solides, jamais de problème, mais je n'étais jamais le genre d'enfant qui faisait arrêter les adultes et prêter attention. J'étais ce que ma mère décrivait une fois à un voisin, sans savoir que j'étais dans les escaliers en train d'écouter, comme étant la plus facile. Elle le pensait comme un compliment. J'ai passé 20 ans à essayer de croire que le favoritisme n'était pas dramatique, pas du genre que l'on voit dans les films où un enfant est enfermé dans un placard tandis que l'autre reçoit des gâteaux d'anniversaire. C'était plus doux que ça, ordinaire, presque invisible, à moins que vous ne soyez celui qui se tenait dans l'ombre. Quand Delia a eu 16 ans, mes parents lui ont acheté une Honda Civic argentée, toute neuve. Ils l'ont surprise dans l'allée avec un nœud sur le capot et une carte signée par eux deux. Ma mère a pleuré. Mon père a filmé toute la scène avec son téléphone. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu les clés de la vieille Ford Taurus de mon père. 320 000 km au compteur. La climatisation ne fonctionnait que du côté passager. Il n'y avait pas de nœud. Il n'y avait pas de carte. Mon père a dit, elle fonctionne bien, Margot. Sois juste reconnaissante. J'étais reconnaissante. C'était ça le problème. J'étais toujours reconnaissante parce qu'on m'avait appris à attendre moins. Quand est venu le temps de l'université, Delia a postulé pour des programmes de commerce sur la côte est. Elle a été acceptée dans 3. Mes parents se sont assis à la table de la cuisine un soir, avec des feuilles de calcul imprimées, débattant de quelle école offrait le meilleur retour sur investissement. Ils ont payé ses frais de scolarité intégralement. Pas de prêt,
pas de négociation. Mon père a dit que l'éducation de Delia était un investissement dans son avenir. C'est ce que font les parents. 2 ans plus tard, quand j'ai été accepté dans un programme de design à Philadelphie, j'ai apporté la lettre d'acceptation à la même table de cuisine. Ma mère l'a regardé, a souri et a dit, « C'est merveilleux, chérie. As-tu pensé aux prêts étudiants ?» J'y avais pensé. J'ai contracté $62 000 de prêts. J'ai payé chaque centime moi-même. Mes parents n'ont jamais demandé comment. Il y avait un mur dans le salon. Ma mère l'appelait le mur de la famille. Il allait du bord de la cheminée à la porte de la cuisine, et il était couvert de photos encadrées. Je les ai comptées une fois, à 19 ans. Pas parce que je le voulais, mais parce que j'étais à la maison pour Thanksgiving et que je n'avais rien d'autre à faire pendant que Delia tenait le salon à dîner. 12 photos de Delia, son premier récital de danse, son bal de promo, sa remise de diplôme de lycée, son jour d'emménagement à l'université, elle debout à côté de mon père lors d'un événement de golf, tous les deux riant, elle tenant un trophée, elle devant un sapin de Noël. Elle soufflant des bougies à chaque âge qui comptait apparemment. 3 photos de moi, ma photo de classe de maternelle légèrement de travers dans le cadre, une photo de famille d'une vacance à Myrtle Beach, où je suis partiellement caché derrière ma mère, et une photo prise sur le vif de moi dessinant à la table de la cuisine par mon grand-père, Earl. Que ma mère n'a accroché qu'après qu'il ait souligné le déséquilibre. 3 sur 15. C'est la fraction de visibilité que j'occupais dans ma propre maison familiale. 20% si vous voulez faire le calcul, bien que j'ai essayé de ne pas le faire. Je n'ai jamais osé les confronter à ce sujet. Jamais. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que j'étais trop sensible, que les parents n'aiment pas leurs enfants de manière égale, que Delia avait simplement besoin de plus de leur énergie parce qu'elle était plus de tout. Plus bruyante, plus grande, plus ambitieuse. J'allais bien toute seule. J'avais toujours été bien toute seule. C'était le mensonge que je portais jusqu'à l'âge adulte, que le fait d'être négligée équivalait à être forte, que ne pas avoir besoin de quelqu'un était une vertu, pas une blessure. Après l'université, j'ai emménagé dans un petit appartement à Pittsburgh. J'ai travaillé comme graphiste indépendante, développant une clientèle lentement, régulièrement, comme je faisais tout. Je payais mon loyer à temps. Je remboursais mes prêts à temps. J'appelais à la maison une fois par semaine, généralement le dimanche soir. Ma mère parlait pendant 20 minutes de la dernière réussite de Delia, quelle que soit la version de cette semaine-là, une promotion, un nouveau petit ami, un voyage en Europe. Puis elle disait, « Et toi, ma chérie ?» Et je répondais, « Bien, maman. Tout va bien. » Et l'appel se terminait. Bien. C'était mon rôle. Margot va bien. Margot n'a besoin de rien. Margot va bien. Mon père et moi avions encore moins. Il m'envoyait un SMS pour mon anniversaire chaque année. Même message. Joyeux anniversaire, ma puce. Bisous papa. 6 mots copier-coller, je soupçonne, parce que la virgule après ma puce était au même endroit chaque année, comme une empreinte digitale d'effort minimal. Nous parlions des choses de surface pendant les vacances, la météo, le football, si les Steelers avaient une chance cette année-là. Il ne demandait jamais de mes nouvelles sur mon travail. Il ne demandait jamais comment j'allais. Il ne demandait jamais, point final. Delia et moi n'étions pas ennemis. C'est important de le dire. Elle n'était pas cruelle avec moi. Elle était simplement indifférente, comme on pourrait être indifférent à un meuble qui a toujours été dans la pièce. Elle savait que j'existais. Elle ne pensait juste jamais à moi quand je n'étais pas directement devant elle. Nous nous envoyions des SMS occasionnellement. Elle appelait à Noël. Elle m'invitait parfois, toujours comme une pensée après coup, toujours avec l'énergie de quelqu'un qui coche une case. C'était la forme de ma famille quand septembre est arrivé l'année dernière, et quelque chose a commencé à grandir en moi que je ne pouvais pas ignorer. Puis un mardi matin, je me suis réveillé avec une douleur si vive qu'elle m'a plié en deux. J'ai pensé que c'était du stress. J'ai pensé que ça passerait. Je me suis dit ce qu'on m'avait toujours dit, c'est rien, Margot. Tu iras bien. Le médecin a dit le contraire. La douleur a commencé doucement. Une douleur sourde sur mon côté inférieur droit, le genre que l'on remarque une seconde puis que l'on oublie parce qu'on est occupé et qu'on a 26 ans et qu'on est convaincu que son corps est encore invincible.
Je l'ai senti pour la première fois début septembre, assise à mon bureau, travaillant sur une refonte de logo pour une boulangerie locale. J'ai bougé sur ma chaise, j'ai appuyé ma main contre mon côté, et la douleur s'est estompée. J'ai retourné au travail. Elle est revenue 3 jours plus tard, plus aiguë. J'étais sous la douche, et elle m'a frappé comme une crampe qui ne savait pas où s'installer. Je me suis appuyé contre le carrelage et j'ai respiré à travers. 30 secondes, peut-être 1 minute. Puis c'est passé. Je me suis séché, habillé, et je me suis dit que ce n'était rien. Mauvaise nourriture, un muscle tiré, le stress d'une date limite que je ne respectais pas. À la 3e semaine de septembre, la douleur n'était plus quelque chose que je pouvais ignorer. Elle venait tous les jours, parfois 2 fois, toujours du côté droit, toujours profonde, comme si quelque chose en moi appuyait contre un mur qu'elle n'était pas censée toucher. J'ai commencé à perdre du poids sans essayer. 2,2 kg en 2 semaines. Mes jeans étaient devenus amples. Mon visage paraissait plus mince dans le miroir de la salle de bain. J'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne résolvait pas, le genre de fatigue qui se loge derrière vos yeux et vous fait sentir comme si vous vous déplaciez dans l'eau. Ren l'a remarqué avant moi. Nous dînions dans un restaurant thaïlandais près de mon appartement et elle a posé sa fourchette en plein milieu d'une phrase et m'a fixé. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 mois. » « Je vais bien. »« Margot, tu as grincé en prenant un verre d'eau. » Je n'avais pas réalisé que je faisais ça. Elle m'a fait promettre de voir un médecin. J'ai tenu ma promesse seulement parce que Ren est le genre d'ami qui se présentera à votre porte si vous ne le faites pas. Le docteur Navarro n'était pas mon premier médecin. Mon médecin traitant a effectué quelques examens initiaux, analyse de sang et échographie. Quand l'échographie est revenue, elle est devenue très silencieuse un instant, puis a dit qu'elle me référerait à un spécialiste. Elle n'a pas expliqué pourquoi en détail. Elle a juste dit, je veux que quelqu'un de plus expérimenté regarde ça. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le bureau du docteur Rafael Navarro, un chirurgien de l'hôpital général d'Allegheny. Il était dans la 50aine, au visage calme, avec des lunettes de lecture qu'il poussait sans cesse sur son nez. Son bureau sentait le désinfectant pour les mains et les vieux livres. Il y avait des diplômes sur le mur, un petit cactus sur son bureau, et une photo encadrée de 2 adolescentes que j'ai supposé être ses filles. Il a affiché mes clichés sur un moniteur et l'a tourné pour que je puisse voir. Mademoiselle Aïe, vous avez une masse ovarienne. Côté droit, elle mesure environ 7 cm. Il a pointé une ombre grise sur l'écran qui ressemblait à un nuage piégé dans le mauvais ciel. D'après l'imagerie, il s'agit probablement d'un kyste complexe, peut-être un dermoïde ou une tumeur borderline. Nous ne le saurons avec certitude qu'après l'avoir retiré et envoyé à la pathologie. Retiré, ai-je répété. Chirurgie, une laparotomie, très probablement compte tenu de la taille et de l'emplacement. Anesthésie générale. Vous resterez à l'hôpital au moins 1 nuit, peut-être 2 selon ce que nous trouvons une fois à l'intérieur. Il a dit les mots avec soin, comme quelqu'un manipule quelque chose de fragile. Il a expliqué les risques, saignements, infections, la possibilité que la masse soit attachée aux tissus environnants ou aux vaisseaux sanguins, ce qui compliquerait l'ablation, la chance faible mais réelle que si l'analyse pathologique s'avère préoccupante. Un traitement supplémentaire pourrait être nécessaire. Il a utilisé le mot au sérieux 2 fois. Il n'a jamais utilisé le mot au mineur. Avez-vous de la famille à proximité, a-t-il demandé. Mes parents sont à environ 40 minutes. Bien. Je vous recommande fortement d'avoir quelqu'un avec vous, non seulement pour le soutien émotionnel, mais parce que les premières 12 à 24 heures après la chirurgie sont critiques. Vous aurez besoin de quelqu'un pour plaider en votre faveur si vous ne pouvez pas le faire vous-même. J'ai hoché la tête. Je l'ai remercié. J'ai programmé la chirurgie pour le 27 octobre. Puis je me suis assise dans ma voiture dans le parking de l'hôpital pendant 15 minutes, les mains sur le volant, sans conduire nulle part, juste respirant. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai tout dit. La douleur, les examens, la référence, le docteur Navarro, la masse, la date de la chirurgie. J'ai parlé clairement. Je n'ai pas minimisé. Pour peut-être la première fois de ma vie, je n'ai pas dit « je vais bien ». Ma mère a écouté. Puis elle a dit « oh, chérie, ça ressemble à un kyste. Delia en a eu un à l'université, tu te souviens ? Ils lui ont donné la pilule et c'est parti tout seul. Maman, ce n'est pas la même chose.
C'est 7 centimètres. Ils doivent opérer. Je sais. Je sais. Je dis juste que ce n'est probablement rien. Ces choses sont très courantes. Quand est la chirurgie? 27 octobre. La pause qui a suivi est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas une pause d'inquiétude. C'était une pause de calcul. Margot, c'est le même week-end que la remise des diplômes de Delia. Delia terminait son MBA à Columbia. La cérémonie était le 27 octobre, le même jour à New York, à 4 heures de Pittsburgh. Je sais que le timing est mauvais, ai-je dit prudemment. Mais le docteur Navarro a dit que cela ne pouvait pas attendre. Encore une pause. Puis la voix de ma mère est passée à ce ton vif et gestionnaire qu'elle utilisait quand elle réorganisait la réalité pour qu'elle corresponde à une version qu'elle préférait. Eh bien, je suis sûr que ce sera une procédure rapide. Ces choses le sont généralement. Tu seras probablement sorti pour le déjeuner, et Ren sera là avec toi, n'est-ce pas? C'est une si bonne amie. Nous t'appellerons dès que la cérémonie sera terminée. Nous serons probablement de retour tard dans la soirée. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille et j'ai fixé le mur de mon appartement. Sur une impression encadrée que j'avais conçue moi-même, des formes abstraites en bleu sourd, le seul art que j'avais jamais accroché. J'ai pensé lui dire ce que le docteur Navarro avait réellement dit, sur les risques, sur le mot sérieux, sur la façon dont il avait spécifiquement demandé si j'avais de la famille à proximité. Au lieu de cela, j'ai dit, d'accord, maman. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Mon père a été encore plus direct. Il m'a appelé 2 jours plus tard, non pas pour demander des nouvelles de la chirurgie, mais pour me dire qu'il avait réservé un hôtel près de Columbia pour le week-end. Ta mère me dit que tu as une petite procédure cette semaine. Tu vas t'en sortir, ma puce. Les médecins aujourd'hui aiment faire paraître les choses pires qu'elles ne le sont. C'est ainsi qu'ils justifient la facture. Il a ri de sa propre blague. Delia travaille si dur pour ce MBA. Nous ne pouvons pas le manquer. Je comprends, papa. C'est ma fille. Je n'ai pas dit à Delia moi-même. Je suppose que ma mère l'a fait. Des semaines plus tard, j'ai appris que ma mère lui avait décrit la situation comme « Margot se fait enlever un petit kyste. Rien de grave. Elle en fait un peu trop pour le timing. » La réponse de Delia, qui m'a été rapportée plus tard par ma mère elle-même dans un moment d'honnêteté accidentelle, a été « Eh bien, elle peut le reporter, n'est-ce pas? » Elle ne m'a pas demandé. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de SMS. Elle a simplement absorbé la version des événements qui exigeait le moins d'elle et est passée à autre chose. Le 27 octobre est arrivé comme un verdict et je me suis préparé à y faire face comme j'avais fait face à tout dans ma vie. Seul. Je suis arrivé à l'hôpital général d'Allegheny à 5h45 du matin. Le ciel était encore sombre, cette obscurité d'octobre pesante qui donne l'impression que le monde n'a pas encore décidé de se réveiller. Le parking était presque vide. Mes pas résonnaient contre le béton d'une manière qui me faisait me sentir très petite. J'avais préparé un sac la nuit précédente, brosse à dents, chargeur de téléphone, un changement de vêtements, un livre que je savais ne pas lire. J'ai aussi mis une paire de chaussettes épaisses parce que j'ai toujours froid aux pieds et que les hôpitaux sont les endroits les plus froids sur Terre. Ce sont les choses auxquelles on pense quand on se prépare à être inconscient sur une table pendant que quelqu'un vous ouvre, pas les grandes choses, les petites choses ordinaires. Chaussettes, baume à lèvres, si vous avez pensé à verrouiller la porte d'entrée. Le bureau d'admission était occupé par une femme aux yeux gentils et un cordon avec écrit Brenda. Elle a vérifié mon nom, ma date de naissance, mon assurance. Elle m'a demandé de signer 4 formulaires. Elle m'a donné un bracelet en plastique avec mes informations imprimées en petites lettres et l'a attaché à mon poignet. Puis elle a regardé le formulaire et a dit, « Contact d'urgence, Judith Hale. Est-elle ici avec vous aujourd'hui? » Elle ne peut pas venir. Brenda a fait une petite pause. Une petite pause. Professionnelle, pas jugeante, mais présente. A-t-il quelqu'un d'autre que nous devrions contacter en cas d'urgence? Rends-lu, elle sera dans la salle d'attente. D'accord, a-t-elle écrit. Elle sera là bientôt. Elle est en route. Brenda a souri et m'a dirigé vers la zone préopératoire au 3e étage. J'ai marché dans des couloirs qui sentaient le nettoyant pour sol et l'air recyclé, devant des panneaux indiquant la radiologie, la cafétéria et la chapelle. La chapelle.
Je n'avais jamais été une personne religieuse, mais j'ai regardé ce panneau plus longtemps que je ne l'aurais dû. La zone préopératoire était une longue pièce divisée par des rideaux en baies individuelles. Chaque baie avait un lit d'hôpital, une chaise, un moniteur et un petit crochet pour les effets personnels. Il y avait 8 bails de mon côté. J'étais dans la baie numéro 4. Le rideau était d'un bleu-vert délavé, la couleur de quelque chose qui avait été lavé 1000 fois. J'ai enfilé la blouse d'hôpital. Elle s'attachait dans le dos, et je ne pouvais pas atteindre le nœud supérieur, alors je l'ai laissé lâche. Une infirmière est entrée, s'est présentée comme Colline, et a commencé mon 4. Elle avait peut-être 40 ans, des cheveux bruns courts et une énergie calme et stable qui vous faisait lui faire confiance immédiatement. Elle a expliqué ce qui allait se passer. L'anesthésiste viendrait, puis le docteur Navarro, puis je serais emmené à la salle d'opération. Temps total de la sédation à la récupération estimé à 90 minutes à 2 heures, selon ce qu'il trouverait. Selon ce qu'il trouverait. Elle l'a dit doucement, mais j'ai entendu ce qui vivait sous ces mots. Colline a fixé la ligne 4 à ma main et a vérifié le moniteur. Puis elle a regardé la chaise vide à côté de mon lit. La famille arrive plus tard? J'avais préparé cette question. J'avais répété la réponse devant le miroir de ma salle de bain ce matin-là en me brossant les dents. Mon ami est en route. Mes parents avaient un engagement antérieur. Colline a hoché la tête. Elle n'a pas insisté, mais quelque chose a changé dans son expression, un petit raidissement autour de ses yeux, le genre de choses que seule une personne qui a regardé les visages toute sa vie remarquerait. Elle a placé une couverture chaude sur mes jambes sans qu'on le lui demande. Je viendrai vous voir toutes les 15 minutes jusqu'à ce que nous partions, a-t-elle dit. Vous n'êtes pas seul ici, d'accord? J'ai hoché la tête. Et puis elle a fermé le rideau et j'étais seul. Je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé les carreaux du plafond. Je les ai comptés. 12 de travers, 9 de profondeur. J'ai écouté les sons autour de moi. Dans la baie 2, un homme parlait doucement avec une femme que je supposais être sa femme. Elle continuait de dire, « Tu vas t'en sortir, Richard. Je suis juste là. » Dans la baie 6, un adolescent riait nerveusement tandis que sa mère lui tenait la main et son père se tenait au pied du lit faisant des blagues sur la blouse d'hôpital. Dans la baie 7, une femme âgée priait doucement en espagnol pendant que quelqu'un, une fille peut-être, lui caressait les cheveux. Tout le monde avait quelqu'un. Chaque personne dans cette pièce avait une main à tenir, une voix lui disant que tout irait bien. Une présence disant, « Vous comptez assez pour que je sois ici. » J'avais un message texte. Il était arrivé à 5h22 ce matin-là pendant que je me brossais les dents. Bonne chance aujourd'hui, ma chérie. Appelle-nous quand tu te réveilleras. Tellement excité pour Delia aujourd'hui. Souhaite-nous bonne chance aussi. Bisous, maman et papa. Souhaite-nous bonne chance aussi. Comme si mon opération et la remise des diplômes de Delia étaient des événements parallèles de poids égal. Comme si c'était toutes les deux des célébrations, comme si je n'étais pas sur le point de me faire retirer une masse du corps sous anesthésie générale pendant qu'ils applaudissaient dans un auditorium. J'ai lu le message 3 fois. Puis j'ai retourné mon téléphone face contre terre sur le lit et je n'y ai plus regardé. À 6h20, Reine est arrivée. Elle est passée derrière le rideau tenant un petit bouquet de marguerites jaunes et un exemplaire de poche d'un roman que je voulais lire depuis des mois. Ses yeux étaient rouges, ce qui signifiait qu'elle avait pleuré dans la voiture, et son sourire était large, ce qui signifiait qu'elle essayait de le cacher. « Salut », a-t-elle dit doucement. Elle a posé les fleurs sur la table d'appoint et s'est assise sur la chaise vide. « Je suis là. » 2 mots. Il a suffi pour faire craquer quelque chose dans ma poitrine. « Merci », ai-je dit, et ma voix s'est brisée sur le deuxième mot d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Reine a pris ma main. Elle n'a pas dit que tout irait bien. Elle n'a pas dit que mes parents auraient dû être là. Elle n'a pas rempli le silence de bruit. Elle a juste tenu. À 6h50, l'anesthésiste est venu, un homme grand nommé Dr Kim, qui a expliqué le processus de sédation d'une voix si monotone qu'elle était presque apaisante. Il a posé des questions sur les allergies, les opérations précédentes, quand j'avais mangé pour la dernière fois. J'ai répondu à tout. Il a marqué quelque chose sur son presse-papier et m'a dit qu'il me verrait dans la salle d'opération. À 7h, le docteur Navarro est apparu. Il était déjà en tenue de bloc opératoire, un bonnet bleu sur ses cheveux, ses lunettes de lecture remplacées par une paire qu'il portait aux yeux.
Il m'a regardé, puis Rennes, puis l'espace vide derrière elle où une famille aurait dû être. Mademoiselle Aïe, comment vous sentez-vous? Nerveuse? J'ai admis. Il a hoché la tête. C'est normal. Il a fait une pause. Quelqu'un d'autre vient-il? Non. Il a maintenu mon regard un instant, pas de pitié, quelque chose de plus proche de la reconnaissance, comme un homme qui avait vu cela auparavant et n'avait toujours pas fait la paix avec ça. Très bien, a-t-il dit doucement. Nous allons prendre très bien soin de vous là-dedans. À 7h15, 2 aides sont venus débloquer les roues de mon lit. Reine m'a serré la main une dernière fois. Je serai juste là quand tu te réveilleras, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, incapable de parler parce que si j'ouvrais la bouche, je savais que je lui demanderais d'appeler ma mère et de la supplier de venir. Et je n'allais pas faire ça. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Ils m'ont transporté dans un long couloir et à travers une double porte dans la salle d'opération. C'était froid et lumineux et rempli d'équipements que je ne reconnaissais pas. Le docteur Navarro était déjà là, debout à côté de la table, ganté et prêt. L'anesthésiste a placé un masque sur mon visage. Comptez à rebours à partir de 10, a-t-il dit. 10, 9, 8. La dernière chose que j'ai vue avant que le monde ne devienne noir, c'était le visage du docteur Navarro. Son front était plissé. Sa mâchoire était serrée. Ce n'était pas l'expression d'un homme effectuant une procédure de routine. C'était l'expression d'un homme se préparant à quelque chose qui, espérait-il, n'irait pas mal. Ce que je vais décrire m'a été raconté plus tard, reconstitué à partir des notes chirurgicales, de Rennes, de l'infirmière Colline, et éventuellement du docteur Navarro lui-même, parce que je n'étais pas là pour tout cela. J'étais quelque part entre vivante et non vivante, flottant dans une obscurité chimique où le temps n'existe pas et où le corps devient une chose dont d'autres personnes sont responsables. La chirurgie a commencé à 7h22 du matin. Pendant les 30 premières minutes, tout s'est déroulé comme prévu. Le docteur Navarro a fait l'incision, accédé à la cavité abdominale et localisé la masse sur mon ovaire droit. Elle était plus grande que ce que l'imagerie avait suggéré, pas 7 cm, mais plutôt 9. Mais la taille seule n'était pas le problème. Le problème était l'emplacement. La masse avait poussé dans une position où elle appuyait contre l'artère ovarienne droite et avait développé des adhérences, des bandes de tissu cicatriciel qui l'avaient attachée aux structures environnantes. Elle était emmêlée d'une manière que les clichés n'avaient pas entièrement révélée. Navarro m'a dit plus tard qu'au moment où il a vu l'étendue des adhérences, il a regardé son assistant chirurgical de l'autre côté de la table et a dit 2 mots, appelez le vasculaire. C'était à 7h54 du matin. À 7h54, à 418 km au nord-est, ma mère repassait la robe de Delia dans une chambre d'hôtel près de l'université de Columbia. Mon père était en bas dans le hall de l'hôtel, buvant du café et lisant la section sportive sur son téléphone. Ils étaient arrivés la nuit précédente, arrivés tard, dormis dans une chambre king-size qui coûtait $280 la nuit. Ma mère avait disposé sa tenue sur le lit d'appoint, une robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, des chaussures assorties, des boucles d'oreilles en perles que mon père lui avait offertes pour leur 25e anniversaire. À 8h12, Navarro a tenté de séparer la masse de l'artère. Un petit vaisseau s'est déchiré. Pas l'artère principale, une branche, mais assez. Le sang a commencé à s'accumuler dans le champ chirurgical plus vite que l'aspiration ne pouvait l'évacuer. Ma tension artérielle a chuté. L'anesthésiste a ajusté mes fluides, injecté des médicaments, appelé des chiffres qui ont rendu la pièce silencieuse. À 8h12, ma mère se bouclait les cheveux dans le miroir de la salle de bain. Elle m'a dit plus tard qu'elle fredonnait. À 8h45, la chirurgienne vasculaire, une femme nommée Dr Priya Anand, était arrivée et était préparée à côté de Navarro. Ensemble, elles ont travaillé pour isoler le vaisseau qui saignait et le clamper. Ma tension artérielle s'est stabilisée brièvement, puis a chuté à nouveau. Ils ont commandé 2 unités de sang. Une ligne de transfusion a été commencée. À 8h45, Glenn et Judith et ils sont entrés dans l'auditorium de la Columbia Business School. Judith a envoyé un emoji de cœur à Delia par SMS. Glenn a réservé 2 sièges au 5e rang. À 9h15, Navarro a réussi à retirer la masse, mais les adhérences avaient causé plus de dommages que prévu. Il y avait une petite déchirure dans le péritoine qui devait être réparée. Un autre vaisseau fuyait. La chirurgie qui devait durer 90 minutes approchait maintenant de la marque des 2 heures sans fin en vue.
À 9h15, la cérémonie a commencé. Le doyen a fait un discours de bienvenue. Judith a serré la main de Glenn. Dans la salle d'attente de l'hôpital général d'Allegheny, Reine était assise avec son téléphone sur ses genoux et les marguerites jaunes se fanaient dans leur emballage en plastique sur la chaise à côté d'elle. On lui avait dit que la chirurgie prendrait environ 90 minutes. Cela faisait maintenant 2 heures. Elle est allée au poste des infirmières et a demandé une mise à jour. La procédure est toujours en cours, a dit l'infirmière. Quelqu'un viendra vous parler quand il y aura des nouvelles. Reine s'est rassise. Elle a fixé l'horloge sur le mur. Elle m'a envoyé un SMS, sachant que je ne pouvais pas le lire, juste pour avoir quelque chose à faire. Toujours là, toujours en attente. Tu vas t'en sortir. À 10h30, soit 3h08 de chirurgie, mon rythme cardiaque est devenu irrégulier. L'anesthésiste l'a signalé. Navarro s'est arrêté. La pièce a retenu son souffle. Des médicaments ont été administrés. Mon cœur s'est stabilisé. Mais le moment avait coûté quelque chose, un rappel que le corps sur la table n'était pas seulement un problème chirurgical, mais une personne en équilibre sur le bord d'une ligne très fine. À 10h30, le nom de Delia Hill a été appelé. Elle a traversé la scène à Columbia, a serré la main du doyen et a levé son diplôme vers le public. Judith s'est levée. Glenn s'est levé. Ils ont applaudi si fort que leurs paumes les ont fait mal. Judith pleurait. Elle a sorti son téléphone et a pris cette photo rapidement. Glenn a enregistré une vidéo, sa main tremblant légèrement, non pas de peur, mais de joie. 2 minutes plus tard, Judith a posté la meilleure photo sur Facebook. La légende disait, le moment le plus fier de ma vie. Ma petite fille a réussi. MBA de Columbia. Nous avons toujours su que tu changerais le monde, Delia. Le moment le plus fier de ma vie. À cet instant précis, le docteur Navarro était jusqu'au coude dans mon abdomen, le front humide, sa voix stable mais tendue, disant à son équipe, j'ai besoin de plus d'aspiration à gauche. Priya, où en est ce vaisseau? À 11h45, près de 4h30 plus tard, Navarro a terminé la réparation finale. La masse était sortie, le saignement était contrôlé, la déchirure était suturée, mais mon corps avait traversé une guerre. J'avais reçu 3 unités de sang. Mes signes vitaux étaient stables mais fragiles. Navarro a pris la décision de m'envoyer aux soins intensifs pour surveillance plutôt qu'à la salle de réveil standard. À 11h45, la famille Hill est sortie de l'auditorium sous le soleil vif d'octobre. Delia était entre ses parents, un bras autour de chacun d'eux. Ils riaient. Un camarade de classe a proposé de prendre leurs photos. Ils ont posé devant la bannière de Columbia, 3 halles, au visage lumineux et complet. Personne n'a parlé de moi. Personne n'a regardé son téléphone. Dans la salle d'attente, Reine n'avait pas bougé depuis 5 heures. Elle avait vu des familles aller et venir, vu des chirurgiens délivrer des nouvelles, bonnes et terribles, vu l'horloge faire son circuit lent et indifférent. Elle avait appelé mon téléphone 6 fois sachant qu'il était éteint, juste pour entendre mon message vocal. Elle s'était rongé l'ongle jusqu'à rien. À 12h30, une infirmière est finalement venue dans la salle d'attente. Vous êtes ici pour Margot Hill? Reine s'est levée si vite que les marguerites sont tombées par terre. Elle est sortie de chirurgie. Elle est transférée aux soins intensifs. Je vois. La voix de Reine s'est brisée. Pourquoi aux soins intensifs? C'était censé être. Le chirurgien vous parlera bientôt. Veuillez vous asseoir. Reine ne s'est pas assise. Elle est restée debout au milieu de la salle d'attente, les mains tremblantes, le téléphone serré dans sa poignée, et a fait ce que je n'avais pas fait, ce que je n'aurais jamais demandé à quelqu'un de faire. Elle a appelé ma mère. Judith n'a pas répondu. Reine a rappelé. Pas de réponse. Elle a appelé mon père. Pas de réponse. Elle a appelé Judith une 3e fois, une 4e fois, une 5e. À 13h17, le docteur Raphaël Navarro est sorti de l'aile chirurgicale, toujours en tenue de bloc, son bonnet retiré et froissé dans une main. Son visage portait l'épuisement particulier d'un homme qui venait de passer près de 6 heures à garder quelqu'un en vie face à des complications dont il avait prévenu. Il a trouvé Reine debout près du poste des infirmières, le visage blanc, serrant son téléphone. Elle est vivante, a-t-il dit d'abord, parce que c'est ce que font les bons chirurgiens.
Ils répondent à la seule question qui compte avant toute autre chose. Elle est stable, mais la chirurgie était beaucoup plus complexe que prévu. Je dois parler à sa famille. Ren l'a regardé avec quelque chose entre la rage et le deuil. J'essaie. Ils ne répondent pas. Navarro a pris le numéro de téléphone lui-même. Il s'est dirigé vers le poste des infirmières, a pris la ligne de l'hôpital et a composé le numéro. Et quelque part dans un restaurant à Manhattan, entouré de rires et de verres de champagne, et de la lueur chaleureuse de la célébration, le téléphone de Judith Hale a commencé à sonner d'un indicatif de Pittsburgh qu'elle ne reconnaissait pas. Cette fois, elle ne l'a pas fait taire. Le restaurant s'appelait Lucas. C'était un petit Italien à 3 pâtés de maison du campus de Columbia. Nappe blanche, bougies et porte-bougies. Le genre de restaurant qui ressemble à une occasion même quand rien de spécial ne se passe. La famille Hale avait une table pour 6 personnes, Glenn et Judith d'un côté. Delia et son petit ami, un homme nommé Tran, qui travaillait dans le conseil, de l'autre. 2 camarades de classe de Delia occupaient les chaises restantes. Il y avait des graissins sur la table et une bouteille de Prosecco que Glenn avait commandée avec une fierté qui frôlait la cérémonie. Le téléphone de Judith a vibré dans son sac. Elle y a jeté un coup d'œil. Un numéro de Pittsburgh qu'elle ne connaissait pas. Elle l'a fait taire et s'est retournée vers la conversation. Il a sonné à nouveau. Elle a fouillé dans son sac, a refusé l'appel et a posé le téléphone face contre terre sur la table. Probablement une arnaque, a-t-elle dit à personne en particulier. Glenn a hoché la tête sans lever les yeux. Il était en train de raconter à Tran le premier trophée de concours d'épellation de Delia, une histoire qu'il avait racontée au moins 40 fois au cours des 20 dernières années. Chaque fois avec le même enthousiasme que la première. Le téléphone a sonné une 3e fois, même numéro. Judith a froncé les sourcils. Elle l'a pris, s'est excusée, et s'est dirigée vers l'arrière du restaurant, au-delà des toilettes, dans un couloir étroit près de la cuisine qui sentait l'ail et le savon à vaisselle. Elle a répondu avec l'irritation légère de quelqu'un qui a été interrompu pendant un repas important. Allô? Est-ce Judith Hale? Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Dr Raphaël Navarro. Je suis chirurgien à l'hôpital général d'Allegheny à Pittsburgh. J'appelle à propos de votre fille, Margot Hale. Le couloir était étroit. Judith s'est appuyée contre le mur. Plus tard, elle m'a dit qu'elle ne se souvenait pas d'avoir pris la décision de s'appuyer. Son corps l'a simplement fait, comme si une partie d'elle savait déjà ce qui allait se passer et avait décidé qu'elle ne pouvait pas entendre ça debout. Margot a subi une chirurgie ce matin pour l'ablation d'une masse ovarienne. La procédure, que nous avions estimée entre 90 minutes et 2 heures, a duré environ 5 heures et 50 minutes en raison de complications importantes. La main de Judith s'est serrée autour du téléphone. Des complications. Quel genre de complications? La masse avait développé des adhérences avec les tissus environnants et appuyé contre un vaisseau sanguin majeur. Pendant l'ablation, il y a eu une hémorragie considérable. Nous avons administré 3 unités de sang. Votre fille a connu une période d'irrégularité cardiaque pendant la procédure qui a nécessité une intervention immédiate. Irrégularité cardiaque. Judith a répété les mots comme si les dire lentement les rendrait moins terribles. Son rythme cardiaque est devenu instable. Nous l'avons corrigé, mais l'événement a prolongé la chirurgie et considérablement augmenté le profil de risque. Elle est actuellement aux soins intensifs. Elle est stable, mais elle aura besoin d'une surveillance étroite au cours des prochaines 24 à 48 heures. Les soins intensifs. Elle est aux soins intensifs. Oui, mais... Judith s'est arrêtée. La phrase qu'elle était sur le point de dire, mais c'était juste une chirurgie mineure, est morte quelque part entre son cerveau et sa bouche parce que le docteur Navarro n'avait jamais dit ça. Il avait dit qu'elle et Glenn avaient décidé cela ensemble dans leur cuisine autour d'un café tout en regardant un calendrier qui avait la remise des diplômes de Delia encerclés au marqueur rouge. Madame Hale, je veux que vous sachiez que j'ai appelé le numéro de contact d'urgence sur le dossier de votre fille 3 fois pendant la procédure. Personne n'a répondu. Le silence qui a suivi était celui qui change la température d'une pièce. Judith n'a pas parlé. Elle ne pouvait pas. Elle se tenait dans un couloir qui sentait l'ail, vêtue d'une robe bleu marine qu'elle avait achetée pour une célébration avec du prosecco pétillant dans un verre à 6 mètres de là. Et sa plus jeune fille était dans un lit aux soins intensifs à 418 km au sud. J'appelle maintenant, Navarro a continué, sa voix, même professionnelle,
ne portant aucun jugement que Judith pouvait entendre, mais tout le jugement qu'elle ressentirait plus tard, parce que votre fille a répertorié vous comme son contact d'urgence. Elle sera probablement consciente dans les prochaines heures. Il serait bénéfique pour elle d'avoir sa famille présente. Nous sommes à New York, a murmuré Judith. Je comprends. 2 mots. Il n'a rien dit de plus. Il n'en avait pas besoin. La géographie de la situation était sa propre condamnation. Vous êtes à New York. Votre fille est aux soins intensifs à Pittsburgh. La distance entre ces 2 faits est la distance entre la famille que vous croyez être et la famille que vous êtes réellement devenue. Judith est retournée à la table. Elle ne pleurait pas encore. Les larmes viendraient plus tard dans la voiture, quelque part sur l'autoroute de Pennsylvanie dans l'obscurité, avec les mains de Glenn blanches sur le volant et le silence entre eux assez épais pour étouffer. Elle s'est arrêtée au bord de la table. Tout le monde a levé les yeux. Les graissins étaient à moitié mangés. Le prosecco était encore froid. Nous devons y aller, a-t-elle dit. Glenn a lu son visage. Il a posé son verre. Qu'est-ce qui s'est passé? Margot est aux soins intensifs. La table est devenue silencieuse. Pas le silence poli d'une pause dans la conversation, mais le silence sans air de quelque chose qui se rupture. Quoi? Glenn a repoussé sa chaise. Les soins intensifs pour l'ablation d'un kyste. Ce n'était pas l'ablation d'un kyste, Glenn. La voix de Judith s'est brisée pour la première fois. Ce n'était jamais juste l'ablation d'un kyste. Le médecin a dit qu'il y avait des complications, des saignements, quelque chose avec son cœur. Elle est en chirurgie depuis près de 6 heures. Glenn s'est levé. Sa serviette est tombée par terre. Il ne l'a pas ramassée. Son visage est passé par 3 expressions successives, confusion, puis peur, puis quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemblait au début d'un homme réalisant qu'il a fait un choix qu'il ne peut pas annuler. Delia a regardé ses parents. Attendez, que se passe-t-il? Margot va bien? Elle est aux soins intensifs, a répété Judith, cherchant son manteau au dossier de la chaise. Mais maman, tu as dit que ce n'était qu'une petite chose. Tu as dit qu'elle était dramatique pour le timing. Judith s'est figée. Elle a regardé Delia et quelque chose a traversé son visage que j'aurais aimé voir, non pas par cruauté, mais parce que j'ai passé toute ma vie à me demander à quoi ressemble le moment où ma mère réalise qu'elle avait tort à propos de moi. J'imagine que cela ressemblait à du deuil portant le masque de la surprise. J'avais tort, a dit Judith doucement. Prenez l'addition. Nous partons. Glenn bougeait déjà vers la porte, sortant ses clés de sa poche, son téléphone dans son autre main, essayant de rappeler l'hôpital. Judith les a suivis. Ils n'ont pas dit au revoir aux camarades de classe de Delia. Ils n'ont pas fini le prosecco. Ils n'ont pas pris les restes. Delia ne s'est pas levée. Elle est restée assise à table, son diplôme dans son dossier en cuir sur la chaise à côté d'elle, la main de son petit ami sur son bras, et elle a dit les mots qui allaient définir son rôle dans tout ce qui a suivi. Elle va aller bien. Elle va toujours bien. Vous réagissez de manière excessive. Puis elle a pris un graissin, s'est tournée vers Tran et a dit, devrions-nous commander le dessert? Glenn et Judith ont conduit toute la nuit. 4h12 sur l'autoroute, à travers les péages, devant les bornes kilométriques qui décomptaient comme une horloge qui manque de raison de pardonner. Ils ont à peine parlé. La radio était éteinte. À un moment donné, quelque part près de Harrisburg, Judith a ouvert la publication Facebook qu'elle avait faite ce matin-là. La photo de Delia, la légende, le moment le plus fier de ma vie. Elle l'a fixée longtemps. Puis elle l'a supprimée. Glenn a jeté un coup d'œil. Il n'a pas demandé pourquoi. Il savait déjà. Ils sont arrivés à l'hôpital général d'Allegheny à 23h14 la nuit. Ils ont couru dans le hall, devant le bureau de sécurité, devant les ascenseurs, jusqu'aux soins intensifs au 4e étage. Une infirmière les a dirigés dans le couloir, chambre 4, 12. Ils ont ouvert la porte en poussant, à bout de souffle, terrifiés, et prêts à voir leur fille. Mais la chaise à côté de mon lit était déjà occupée, et l'homme assis dessus les a regardés avec une expression qui portait 20 ans de silence, atteignant enfin sa limite. Grand-père Earl n'est pas levé. Il n'a pas dit bonjour. Il a regardé son fils et sa belle-fille, toujours dans leurs vêtements de fête, sentant encore légèrement le prosecco et la culpabilité, et il a dit un mot. Asseyez-vous.
Earl David Hale avait 78 ans. Il vivait seul dans une petite maison de 2 chambres sur une colline près d'Erie, en Pennsylvanie, à environ 2 heures au nord de Pittsburgh. La maison lui appartenait, ainsi qu'à ma grand-mère, Ruth, décédée il y a 6 ans d'un accident vasculaire cérébral qui l'a emporté dans son sommeil un mercredi matin de mars. Après sa mort, Earl est resté. Il tondait la pelouse lui-même. Il cuisinait ses propres repas. Il conduisait son vieux camion Chevy au magasin de bricolage tous les samedis et à l'église tous les dimanches. C'était le genre d'homme qui croyait que se présenter n'était pas un grand geste, mais une exigence de base d'être humain. Ren l'avait appelé à 21h45 ce matin-là, 2h30 après le début de ma chirurgie, quand l'infirmière lui a dit que la procédure prenait plus de temps que prévu et qu'elle ne pouvait pas joindre mes parents. Ren avait le numéro de mon grand-père parce que je le lui avais donné des années auparavant, pas pour les urgences, mais parce qu'Earl était la seule personne de ma famille à qui je faisais confiance sans hésitation, et je voulais que quelqu'un d'autre ait ce lien au cas où j'en aurais besoin. Earl a répondu à la 2e sonnerie. Ren a expliqué la situation en phrases courtes et saccadées. Margot est en chirurgie. Ça prend plus de temps que prévu. Ses parents sont à New York pour la remise des diplômes de Delia. Personne ne répond à leur téléphone. Je suis seul ici. Earl a posé une question. Quel hôpital? Puis il a raccroché, a mis son manteau, a verrouillé sa porte d'entrée et a conduit 2 heures vers le sud à travers le trafic de construction et la pluie d'octobre. Il n'a pas appelé Glenn. Il n'a pas appelé Judith. Il n'a pas appelé Delia. Il est simplement monté dans son camion et est parti parce que sa petite fille était sur une table d'opération et que les personnes qui auraient dû être là avaient choisi d'être ailleurs. Il est arrivé à l'hôpital général d'Allegheny à 12h15 de l'après-midi, juste au moment où le docteur Navarro terminait la chirurgie. Ren l'a rencontré dans le hall. Elle m'a raconté plus tard que lorsqu'elle l'a vu traverser les portes automatiques, 78 ans, légèrement essoufflé, ses cheveux gris fins humides par la pluie, portant une chemise de flanelle et des bottes de travail parce qu'il n'avait pas eu le temps de se changer. Elle a commencé à pleurer si fort qu'elle n'a pas pu parler pendant une bonne minute. Earl a posé une main sur son épaule et a dit, « Tu as bien fait de m'appeler. Maintenant, emmène-moi auprès d'elle. » Ils sont allés aux soins intensifs ensemble. J'étais toujours inconsciente, intubée, des moniteurs suivant chaque battement de cœur. Earl a tiré la chaise du visiteur aussi près que possible du lit, en fonction des fils. Il s'est assis. Il a pris ma main, celle sans la voix 4, et il l'a tenue. Il n'a pas lâché pendant les 11 heures suivantes. Ren est resté 2 heures de plus. Puis Earl lui a dit de rentrer chez elle et de se reposer. « Tu as fait assez » a-t-il dit. « Je ne pars pas. » Ren a hésité, mais Earl lui a donné ce regard qu'il avait perfectionné au cours de 5 décennies de paternité. Le regard qui dit « Ce n'est pas une suggestion ». Elle a laissé son numéro de téléphone aux infirmières et est rentrée chez elle. Earl est resté assis sur cette chaise tout l'après-midi. Il a regardé les moniteurs. Il a regardé les infirmières entrer et sortir. Il a regardé ma poitrine se soulever et tomber sous la mince couverture de l'hôpital. À un moment donné, l'infirmière Colleen est entrée pour vérifier mes signes vitaux et l'a vu tenir ma main. La tête baissée, ses lèvres bougeant légèrement. « Est-ce que vous priez ?» a-t-elle demandé doucement. « Je parle à ma femme » a-t-il dit, lui demandant de veiller sur celle-ci d'où qu'elle soit. Colleen m'a raconté cette histoire 3 jours plus tard, et c'est la seule fois pendant tout mon séjour à l'hôpital où j'ai pleuré devant quelqu'un sans essayer de m'arrêter. Quand Glenn et Judith ont fait irruption dans la porte des soins intensifs à 23h14 cette nuit-là, Earl était exactement là où il était depuis 11 heures. Même chaise, même position, mes mains toujours dans les siennes. Il n'avait pas mangé. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas quitté la pièce, sauf une fois pour aller aux toilettes, et même alors, il avait demandé à Colleen de rester avec moi jusqu'à son retour. Il a levé les yeux vers son fils et sa belle-fille. Glenn portait toujours le veston qu'il avait porté pour la remise des diplômes. Judith portait toujours la robe bleu marine. Ils étaient essoufflés d'avoir couru dans l'hôpital. Leur visage portait l'expression particulière des personnes qui avaient passé 4 heures en voiture à contempler la possibilité que leur enfant puisse mourir pendant qu'il mangeait des graissins. Earl ne s'est pas levé. « Asseyez-vous » a-t-il dit. Glenn a tiré une 2e chaise du coin. Judith est restée debout, ses yeux fixés sur moi, sur les tubes des moniteurs, sur la contusion sur ma main due à la voix 4, sur la pâleur de mon visage sous les lumières fluorescentes. Sa main est allée à sa bouche.
Mon Dieu. Mon Dieu, Margot. Elle ne peut pas vous entendre, a dit Earl. Elle est inconsciente depuis ce matin. Les médecins disent qu'elle se réveillera probablement demain. Glenn s'est assis. Ses mains étaient sur ses genoux. Il fixait le sol. Papa, nous ne savions pas que c'était si sérieux. Earl a été silencieux un instant avant de parler. Sa voix était basse et stable, la voix d'un homme qui porte quelque chose de lourd depuis très longtemps et qui a finalement décidé de le poser. Vous ne vouliez pas savoir. Ce n'est pas juste. Glenn. Earl a dit le nom de son fils de la manière dont on ferme une porte fermement, complètement. J'ai conduit 2 heures sous la pluie aujourd'hui parce qu'une fille nommée Reine, qui n'a aucun lien de parenté avec Margot, s'est souciée d'assez pour m'appeler. Votre fille ne m'a pas appelé elle-même. Elle n'a appelé personne dans cette famille. Comprenez-vous ce que cela signifie? Glenn a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Cela signifie qu'elle a appris que les appels sont inutiles. Cela signifie qu'elle a été enseignée, encore et encore, par vous et par Judith, que ses urgences ne sont pas prioritaires, que sa douleur n'est pas urgente, qu'elle est la fille qui peut attendre. Judith s'est laissée tomber sur la chaise à côté de Glenn. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle n'a fait aucun bruit. Elle a pleuré de la manière dont les gens pleurent quand ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'être bruyants à ce sujet. Earl a fouillé dans la poche intérieure de sa chemise de flanelle et en a sorti un petit carnet. C'était le genre que l'on peut acheter dans n'importe quelle pharmacie, spirale, avec une couverture bleu pâle. Il l'a tenu pour qu'ils puissent tous les deux le voir. J'ai commencé à tenir ceci il y a 4 ans, après la remise des diplômes de Margot, celle à laquelle vous êtes arrivé avec 40 minutes de retard parce que Delia avait un brunch que vous ne pouviez pas manquer. Il a ouvert le carnet. Les pages étaient remplies de son écriture, petite et précise. L'écriture soignée d'un homme qui avait travaillé de ses mains toute sa vie et comprenait la valeur d'un effort attentif et délibéré. Septembre il y a 4 ans, remise des diplômes de Margot. Glenn et Judith sont arrivés 40 minutes en retard. Brunch de Delia. Il a tourné la page. Décembre de la même année. Premier contrat indépendant de Margot. Elle a appelé Judith pour partager la nouvelle. Judith a parlé pendant 14 minutes de la promotion de Delia. N'a posé aucune question à Margot sur le contrat. Il a tourné une autre page et une autre et une autre. Mars il y a 3 ans, Margot était malade avec une pneumonie. A demandé à Judith d'apporter de la soupe. Judith a dit qu'elle était occupée à aider Delia à déménager. Il a continué à lire. Thanksgiving il y a 2 ans. Margot a proposé d'accueillir. Judith a choisi l'appartement de Delia parce qu'il était plus grand. N'a pas dit à Margot avant la veille. 17 entrées. 4 ans de moments catalogués dans un carnet de pharmacie par un homme de 78 ans qui regardait sa petite fille disparaître en pleine vue. Glenn a fixé le carnet comme s'il s'agissait d'un miroir montrant un reflet qu'il ne reconnaissait pas. Earl a fermé le carnet et l'a posé sur ses genoux. 17 fois, Glenn. 17 fois en 4 ans que Margot avait besoin de vous ou de Judith. Étage 17 fois vous avez choisi autre chose, quelqu'un d'autre. Il a fait une pause. Et aujourd'hui, vous avez choisi une remise de diplôme plutôt qu'une chirurgie. Vous l'avez laissé seul sur une table d'opération pour applaudir Delia. Les soins intensifs étaient silencieux à l'exception du bip régulier du moniteur cardiaque, une machine qui comptait le fait que j'étais encore en vie. Earl a regardé son fils, puis Judith, et a dit ce que personne dans la pièce n'était prêt à entendre. C'est pour ça que j'ai changé mon testament il y a 2 mois. Les mots sont restés suspendus dans l'air de cette chambre de soins intensifs comme la fumée persiste après que quelque chose ait déjà brûlé. Qu'est-ce que tu veux dire, tu as changé ton testament? La voix de Glenn était à peine audible. Earl a posé ses 2 mains sur le carnet sur ses genoux. Il n'a pas haussé la voix. Il n'en avait pas besoin. La pièce était petite. Les moniteurs bip. Et la vérité ne nécessite pas de volume. Il y a 2 mois, j'ai rencontré mon avocat aérien, Harold Whitmore. Tu le connais. J'ai révisé mon plan successoral. La maison, la propriété, le compte d'épargne, le portefeuille d'investissement que ta mère et moi avons construit au cours de 53 ans de mariage. Tout ça. Tout ça va à Margot. Glenn s'est levé. La chaise a raclé le sol avec un bruit qui a fait sursauter Judith. Il a fait un pas vers son père, puis s'est arrêté parce que même dans sa colère,
même dans son choc. Une partie de Glenn et il reconnaissait encore que l'homme assis sur cette chaise avait gagné le droit d'être entendu. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Papa, cette propriété seule vaut 450 000 $. Je sais. Je l'ai fait évaluer en août. Le compte d'épargne contient encore 118 000 $. Le portefeuille d'investissement, celui que ta mère a commencé quand tu étais petit, vaut environ 92 000 $. Au total, environ 660 000 $. La bouche de Glenn s'est ouverte et fermée. Il ressemblait à un homme qui essayait de respirer sous l'eau. Tout ça, Earl a continué, ira à Margot à mon décès, ainsi qu'une disposition pour un fonds d'éducation pour tout enfant futur qu'elle pourrait avoir. Ton nom, Glenn, a été retiré comme bénéficiaire. Le nom de Delia n'y a jamais été inscrit. Papa. La voix de Glenn s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue. Pas en 26 ans d'être sa fille. Pas même proche. Je suis ton fils. Oui, tu le es. Et Margot est ta fille. Et ce soir, elle est allongée dans un lit aux soins intensifs parce qu'une masse a failli la tuer sur une table d'opération pendant que vous buviez du Prosecco et postiez des photos. Earl a fait une pause. Dis-moi, Glenn, quand tu as appris qu'elle était ici, la première chose que tu as ressentie était-ce de la peur pour elle ou de la honte pour toi? Glenn n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. La réponse était écrite sur son visage dans une langue qui n'a pas besoin de mots. Judith a parlé pour la première fois depuis qu'Earl avait fait l'annonce. Sa voix était brute, râpée jusqu'à quelque chose qui ne ressemblait pas du tout au ton vif et gestionnaire qu'elle portait habituellement. Earl, s'il te plaît. Nous avons fait une terrible erreur. Nous le voyons maintenant. Mais tu ne peux pas punir Glenn pour. Je ne punis personne, Judith. Earl s'est tourné vers elle et son expression s'est adoucie, mais seulement légèrement. Je protège quelqu'un. Il y a une différence. La punition regarde en arrière. La protection regarde en avant. Et cette fille, il a pointé sur moi inconsciente, tubée, surveillée, pâle, a besoin de quelqu'un qui regarde en avant pour elle parce que les deux personnes qui étaient censées faire ce travail ont regardé de côté vers Delia pendant 26 ans. Judith s'est pressé les deux mains sur son visage. Ses épaules tremblaient. La robe bleu marine qu'elle avait achetée pour le moment le plus fier de sa vie était froissée, maintenant plissée par 4 heures en voiture. Tachée à l'ourlet où elle s'était agenouillée sur le sol de l'hôpital sans s'en rendre compte lorsqu'elle m'a vu pour la première fois dans le lit des soins intensifs. Earl n'avait pas fini. Judith, je me soucie de toi. Je me soucie de toi depuis le jour où Glenn t'a ramené pour Thanksgiving il y a 31 ans, et tu as aidé Ruth à laver la vaisselle sans qu'on te le demande. C'est la femme dont je me souviens. C'est la femme qui n'aurait pas laissé son enfant seul à l'hôpital. Il a rouvert le carnet, non pas pour lire, mais pour le tenir comme quelqu'un qui tient une preuve qu'il aurait préféré ne jamais avoir à recueillir. Tu connais le mur dans ton salon. Le mur de la famille. Judith a levé les yeux, confuse par le changement. J'ai compté les photographies lors de ma dernière visite. 12 de Delia, 3 de Margot. L'une de ces 3 n'existe que parce que je vous ai demandé de l'accrocher. J'ai pris cette photo moi-même de Margot dessinant à la table de la cuisine quand elle avait 11 ans. Elle était si concentrée qu'elle n'a même pas remarqué l'appareil photo. C'est la plus belle photo d'elle qui existe et c'est la seule parce que personne d'autre dans cette maison n'a jamais pensé à en prendre une. Judith a fait un son qui n'était pas un mot. Il venait de quelque part de profond, quelque part en dessous du langage. Le son d'une femme entendant une description d'elle-même qu'elle ne peut nier et ne peut supporter. Glenn s'est rassis. Il a posé ses coudes sur ses genoux et sa tête dans ses mains. Pendant longtemps, les seuls sons dans la pièce étaient le moniteur cardiaque, les pleurs étouffés de Judith, et le murmure lointain de l'hôpital la nuit. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec ma décision, a dit Earl finalement. Je vous dis ce que j'ai fait et pourquoi. Margot a passé toute sa vie à être la fille qui ne demande rien. Et vous avez passé toute sa vie à prouver qu'elle avait raison de ne pas le faire. Cela prend fin maintenant, pas parce que je le dis, parce qu'un chirurgien a passé 6 heures à lui sauver la vie pendant que vous étiez assis dans un restaurant et qu'une fille nommée Reine, qui la connaît depuis 5 ans, a fait plus pour elle aujourd'hui que vous l'avez fait en 26. Il a remis le carnet dans sa poche. Il a repris ma main. Il a regardé mon visage immobile et pâle contre l'oreiller de l'hôpital,
et quelque chose a bougé sur son expression que je ne peux décrire que comme une tendresse aiguisée par la fureur. Vous pouvez rester dans cette pièce, a dit Earl. Vous pouvez vous asseoir ici toute la nuit, mais vous ne toucherez pas ma décision, et vous ne demanderez pas à Margot d'intervenir en votre faveur quand elle se réveillera. Si vous voulez reconstruire quelque chose avec votre fille, vous le ferez parce que vous le pensez, pas parce qu'il y a de l'argent en jeu. Est-ce clair? Glenn a hoché la tête sans lever la tête. Judith a murmuré, oui. Earl s'est laissé retomber sur sa chaise. Il a fermé les yeux. La conversation était terminée. Je me suis réveillé le lendemain matin à 6h43. La première chose dont j'ai pris conscience était la douleur. Une douleur profonde et tirante sur mon abdomen qui faisait de la respiration une négociation. La deuxième chose était la lumière, une lumière d'octobre mince et grise filtrant par la fenêtre des soins intensifs. La troisième chose était une main autour de la mienne, chaude, sèche, légèrement rugueuse, la main d'un homme qui avait construit des meubles et réparé des clôtures et tenu la main de sa femme chaque nuit pendant 53 ans. J'ai tourné la tête. Grand-père Earl dormait sur la chaise à côté de moi. Son menton était sur sa poitrine. Sa chemise de flanelle était froissée. Ses bottes étaient toujours lacées serrées, comme s'il avait été prêt à se lever à tout moment toute la nuit. Au-delà de lui, à travers la cloison vitrée de la chambre de soins intensifs, je pouvais voir deux silhouettes dans le couloir. Ma mère assise sur une chaise en plastique contre le mur, la tête penchée en arrière, les yeux fermés, la robe bleu marine froissée au point d'être méconnaissable. Mon père debout à côté d'elle, appuyé contre le mur, les bras croisés, fixant le sol avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Ils étaient dehors. Earl était à l'intérieur. Le verre entredisait tout ce que les mots n'avaient pas encore réussi à dire. L'infirmière Colline est apparue. Elle a vérifié mes signes vitaux, ajusté quelque chose sur la voie 4, et s'est penchée près de moi. « Bienvenue à nouveau, Margot », a-t-elle dit doucement. « Votre grand-père est ici depuis hier après-midi, 11h. Il ne voulait pas partir, ne voulait pas manger, il est juste resté assis là à vous tenir la main. » J'ai regardé Earl, son visage buriné, le carnet à peine visible dans la poche de sa chemise, la main qui tenait toujours la mienne, même dans son sommeil. Et pour la première fois depuis des années que je pouvais compter, j'ai pleuré. Pas à cause de la chirurgie, pas à cause de la douleur, mais parce que quelqu'un était venu. Quelqu'un avait choisi d'être là. Quelqu'un avait regardé la chaise vide à côté de mon lit et avait décidé qu'il était inacceptable qu'elle reste vide. 3 jours plus tard, quand j'étais assez forte pour m'asseoir et tenir une conversation de plus de quelques phrases, ma mère est entrée dans la chambre portant un morceau de papier plié. Ses yeux étaient gonflés, ses mains tremblaient. Elle s'est tenue au pied de mon lit et a dit d'une voix qui ne ressemblait en rien à celle de la femme qui m'avait dit que ce n'était qu'un kyste, « Margot, j'ai besoin que tu lises ceci. » Le papier était plié en 3, comme on plie une lettre pour qu'elle rentre dans une enveloppe. Mais il n'y avait pas d'enveloppe, juste le papier légèrement froissé sur les bords, comme s'il avait été tenu et replié et tenu à nouveau plusieurs fois avant d'atteindre mes mains. L'écriture était celle de ma mère, la même cursive soignée qu'elle utilisait sur les cartes d'anniversaire et les listes de courses, sauf qu'ici les lettres étaient plus petites, plus serrées, comme si elle avait appuyé trop fort. Je l'ai déplié, 4 pages recto verso. Ma mère m'avait écrit une lettre parce qu'elle ne pouvait pas dire les mots à voix haute, et je comprends ça maintenant. Certaines vérités sont trop lourdes pour la voix. Elles ont besoin du poids lent et délibéré d'un stylo sur le papier où l'on ne peut pas se cacher derrière le ton ou le timing ou l'interruption commode de quelqu'un d'autre entrant dans la pièce. Elle se tenait au pied de mon lit pendant que je lisais. Elle ne s'est pas assise. Elle n'a pas parlé. Elle tenait ses mains jointes devant son estomac, comme elle se tenait lors des réunions parents-professeurs. La posture d'une femme se préparant à être jugée. La lettre a commencé simplement. « Margot, je ne sais pas si tu me pardonneras. Je n'écris pas cela pour te demander de le faire. J'écris cela parce que tu mérites de connaître la vérité, même si la vérité te fait me haïr. » Elle a d'abord écrit à propos de Delia, non pas pour excuser quoi que ce soit, mais pour expliquer l'architecture d'un favoritisme qu'elle prétendait n'avoir jamais eu l'intention d'avoir. Elle a écrit qu'à partir du moment où Delia est née, elle s'était reconnue en sa fille aînée, l'extraversion, le besoin d'attention, la façon dont Delia traversait les pièces comme si elle jouait pour un public qu'elle pouvait sentir mais pas voir. Judith a écrit qu'aimer Delia lui semblait toujours facile parce qu'aimer Delia, c'était aimer une version d'elle-même à qui on avait donné une seconde chance de tout faire correctement. Puis elle a écrit à mon sujet.
tu es arrivé dans ce monde tranquille. Tu n'as pas pleuré pendant les 30 premières secondes et les infirmières ont dû te stimuler pour obtenir une réponse. Ton père a plaisanté en disant que tu étais déjà facile à vivre. J'ai ri. Je n'aurais pas dû rire parce que quelque part dans cette blague se trouvait la graine de tout ce qui a suivi. Elle a écrit que je lui rappelais sa propre mère, ma grand-mère de son côté, une femme nommée Patricia, décédée quand j'avais 4 ans. Patricia avait été calme, artistique, profondément intérieure. Elle et Judith avaient une relation compliquée, faite de longs silences et de déceptions inexprimées. Judith a écrit que quand elle me regardait, surtout à mesure que je grandissais, elle voyait les manières de Patricia, mon habitude de dessiner seule, ma préférence pour le calme. Mon refus de rivaliser pour l'attention. Et au lieu de voir ses qualités comme des forces, elle les voyait comme un avertissement, comme si être comme Patricia signifiait que je porterais aussi la tristesse de Patricia, la distance de Patricia, l'incapacité de Patricia à se connecter. Je t'ai repoussé parce que j'avais peur de qui tu me rappelais. Ce n'est pas ton fardeau. Ce n'était jamais ton fardeau. Mais je te l'ai mis quand même, et je suis si profondément désolé. Elle a écrit à propos du mur de photographie. Elle a admis qu'elle n'avait jamais décidé consciemment d'accrocher moins de photos de moi. Cela s'était produit progressivement, comme l'érosion, une photo à la fois, un moment à la fois, jusqu'à ce que le déséquilibre soit si grand qu'il devienne invisible pour la personne qui l'a créé. Elle a écrit que lorsqu'Earl l'a souligné il y a 2 ans, elle l'avait rejeté. Lui avait dit qu'il était sentimental. S'était dit que le mur reflétait simplement qui avait le plus de jalons à documenter. Je me suis dit que tu n'avais pas besoin des mêmes choses que Delia. Je me suis dit que tu étais forte, indépendante, autonome. Mais ce que je faisais réellement, c'était décider que tes besoins étaient moins importants parce qu'ils étaient moins bruyants. Et c'est une forme de négligence que je passerai le reste de ma vie à essayer de comprendre. Ensuite, elle a écrit à propos de la chirurgie. Je savais que ce n'était pas mineur. J'ai lu les documents. J'ai vu les formulaires de consentement sur le comptoir de la cuisine lors de notre visite il y a 2 semaines. J'ai vu les mots anesthésie générale et complications possibles et risque d'hémorragie. Je les ai lus et puis je me suis dit que les médecins écrivent toujours le pire scénario pour se protéger légalement. Je me suis dit que tu irais bien. J'ai choisi de croire cela non pas parce que les preuves le soutenaient, mais parce que le croire me permettait d'aller à New York sans culpabilité. Elle a écrit que le matin du 27 octobre, alors qu'elle repassait la robe de Delia dans la chambre d'hôtel, elle avait eu un moment, un éclair de doute, une tension dans sa poitrine qu'elle a reconnue comme de la peur, pas pour Delia, mais pour moi. Elle avait envisagé d'appeler l'hôpital pour vérifier l'horaire de la chirurgie. Elle avait envisagé de m'appeler pour dire qu'elle m'aimait, qu'elle pensait à moi, qu'elle aurait aimé être là. J'ai pris le téléphone. J'ai regardé ton nom dans mes contacts. Et puis Delia a frappé à la porte et a dit qu'elle avait besoin d'aide pour ses cheveux. Et j'ai reposé le téléphone. J'ai choisi la fille qui demandait plutôt que la fille qui ne le fait jamais. Et ce choix a failli me coûter tout. La dernière page a été la plus difficile à lire. Non pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de ce qu'elle ne disait pas. Il n'y avait aucune promesse que les choses seraient différentes. Il n'y avait aucune déclaration de changement. Il y avait seulement une admission brute et non décorée qu'elle m'avait fait défaut d'une manière qui ne pouvait pas être réparée avec une lettre. Je ne sais pas comment être la mère que tu méritais. Je ne suis pas sûr de savoir comment apprendre. Mais je vais essayer, Margot. Pas parce qu'Earl a changé son testament. Pas parce que tu as failli mourir. Mais parce que je me suis assise dans ce couloir pendant 3 jours et que j'ai regardé ton grand-père faire ce que j'aurais dû faire. Et j'ai réalisé que le problème n'était jamais que tu n'avais pas besoin de moi. Le problème, c'est que je me suis convaincu que tu n'en avais pas besoin pour ne pas avoir à me présenter. J'ai lu la lettre 2 fois. La seconde fois était plus lente. J'ai remarqué les endroits où l'encre avait bavé, où une goutte d'eau, une larme que je suppose, avait légèrement déformé le papier. J'ai remarqué les endroits où elle avait barré un mot et l'avait réécrit, où les phrases trébuchaient avant de trouver leur rythme. Ce n'était pas une lettre polie. Ce n'était pas l'œuvre d'une femme qui y avait pensé pendant des années. C'était l'œuvre d'une femme qui s'était assise dans un couloir d'hôpital pendant 3 jours et s'était finalement regardée sans le réconfort de son propre récit. J'ai plié la lettre et l'ai posée sur la couverture à côté de moi. « As-tu dit à Delia ?» ai-je demandé. Le visage de Judith a changé. Quelque chose a clignoté sur lui. Pas tout à fait de la culpabilité,
pas tout à fait de la frustration, quelque chose de plus fatigué que l'un ou l'autre. Je l'ai appelé hier. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Je lui ai parlé du testament d'Earl. Je lui ai dit que nous devions parler en famille de la façon dont nous t'avons traité. Qu'a-t-elle dit? Judith a regardé le sol. Elle a dit que je réagissais de manière excessive. Elle a dit qu'Earl était manipulateur et que tu utilisais la chirurgie pour obtenir de la sympathie. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas réagi parce que la réponse de Delia n'était pas une surprise. C'était une confirmation de quelque chose que j'avais toujours su mais que je n'avais jamais été prête à nommer. Ma sœur ne me voyait pas comme quelqu'un qui avait été lésé. Elle me voyait comme quelqu'un qui dérangeait sa version de la réalité. D'accord, ai-je dit. Margot, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais, maman. Cet après-midi-là, mon père est entré dans la pièce. Il n'a pas apporté de lettre. Il n'a apporté aucun mot qu'il avait répété ou un discours qu'il avait préparé. Il s'est assis sur la chaise où Earl s'était assis pendant 11 heures, la chaise qui portait encore l'empreinte d'un homme qui s'était présenté sans qu'on le lui demande. Et Glenn a mis son visage dans ses mains et a pleuré. Je n'avais jamais vu mon père pleurer. Pas à l'enterrement de sa mère. Pas à aucun moment de mes 26 ans de vie. Il a pleuré de la manière dont les hommes de sa génération pleurent, silencieusement d'abord, puis en vagues saccadées qu'il essayait de supprimer et n'y parvenait pas. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il dit. Je l'ai regardé, l'homme qui m'envoyait les mêmes 6 mots tous les anniversaires depuis une décennie. L'homme qui avait acheté une voiture à ma sœur et m'avait donné les clés de quelque chose dont il ne voulait plus. L'homme qui avait qualifié ma chirurgie de petite procédure et avait conduit 4 heures dans la mauvaise direction. Tu peux commencer par être ici, ai-je dit. Juste ici. C'est suffisant pour l'instant. Il a hoché la tête. Il n'a pas tendu la main pour prendre la mienne. Il n'était pas encore prêt pour ça et moi non plus. Mais il est resté. Il est resté assis sur cette chaise pendant 3 heures sans parler, sans regarder son téléphone, sans partir. C'était le plus longtemps que mon père ait été dans une pièce avec moi, sans trouver une raison d'être ailleurs. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la guérison. C'était un début, petit et imparfait et incertain, comme la première respiration après une chirurgie, quand on n'est pas encore sûr si la douleur signifie que l'on est brisé ou qu'on est en vie. 2 mois plus tard, je me tenais dans la maison de grand-père Earl Aérier et il m'a tendu quelque chose de bien plus lourd qu'une clé. Le rapport d'anatomopathologie est arrivé 11 jours après la chirurgie, bénin. La masse était un tératome kystique mature, complexe et têtu et emmêlé dans des endroits où il ne devait pas être, mais pas cancéreux. Quand le docteur Navarro m'a appelé avec les résultats, j'étais assise dans mon appartement à Pittsburgh, toujours en mouvement lent, toujours endolori, apprenant encore à respirer sans grimacer. Il a dit le mot bénin et je l'ai remercié, j'ai raccroché le téléphone, et je me suis assise sur le sol de ma cuisine pendant 10 minutes parce que mes jambes avaient cédé et que je n'avais pas l'énergie de me relever. Bénin, non pas parce que l'univers me devait de la gentillesse, mais parce que parfois la chose qui a failli vous tuer décide à la dernière minute de vous laisser rester. Je ne le prends pas à la légère. Je ne le prendrai jamais à la légère. La convalescence a été lente. L'incision a guéri par étapes, les couches externes d'abord, puis les tissus plus profonds, chaque semaine un peu moins de douleur, un peu plus d'amplitude de mouvement. Je n'ai pas pu travailler pendant 3 semaines. Reine apportait des provisions tous les quelques jours. Elle n'a jamais fait en sorte que cela ressemble à de la charité. Elle entrait, mettait les sacs sur le comptoir, préparait du thé, et s'asseyait avec moi pendant que nous regardions une mauvaise émission de télé-réalité et ne parlions de rien d'important. C'est ça avec Reine. Elle comprenait que la présence n'exige pas toujours de conversation. Parfois, il suffit d'être dans la même pièce, de respirer le même air, de prouver que la chaise à côté de vous n'est pas vide. Grand-père Earl l'appelait tous les jours, tous les matins à 8h15, comme une horloge. Il ne demandait jamais comment j'allais parce qu'il savait que je dirais que j'allais bien même si ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, il posait des questions spécifiques. As-tu pris le petit déjeuner? As-tu pris les médicaments prescrits par Navarro? Combien de pas as-tu fait aujourd'hui? Il suivait ma convalescence de la même manière qu'il suivait tout, avec une précision calme et des soins têtus et inébranlables. Mes parents appelaient aussi, séparément d'abord, puis ensemble. Les appels étaient maladroits, hésitants, pleins de pauses qui s'étiraient une seconde de trop et de mots qui semblaient répétés. Ma mère pleurait pendant les 3 premiers appels.
Mon père s'éclaircissait la gorge souvent, comme il le fait quand l'émotion est trop proche de la surface et qu'il doit la repousser par un acte physique. Il demandait de mes nouvelles. Il demandait de mon travail. Pour la première fois de ma vie, il posait des questions puis attendait les réponses. Ce n'était pas naturel pour eux. Je pouvais entendre l'effort dans chaque phrase, comme on peut entendre l'effort chez quelqu'un qui apprend une nouvelle langue. Soigneux, délibéré, conscient de soi. Mais ils essayaient. Et après 26 ans à ne pas être essayé j'ai décidé que l'effort valait quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Judith a commencé à voir un thérapeute. Elle me l'a dit lors de notre 4e appel téléphonique, sans y être invitée, comme quelqu'un qui avoue quelque chose dont il est à la fois fier et honteux d'avoir besoin. J'ai trouvé quelqu'un qui se spécialise dans les dynamiques familiales. Elle m'aide à comprendre des schémas que je ne savais pas avoir. Je lui ai dit que j'étais contente. Je le pensais sincèrement. Non pas parce que cela effaçait quoi que ce soit, mais parce que cela signifiait qu'elle avait enfin cessé de se raconter l'histoire où elle était une bonne mère qui avait simplement fait une erreur. La vérité était plus grande que cela, et elle commençait à la regarder. Glenn a commencé à m'appeler tous les dimanches soirs. Les premiers appels duraient moins de 10 minutes. Il ne savait pas quoi dire. Il parlait de la météo. Il parlait des Steelers. Il a demandé si j'avais besoin d'argent, ce qui était sa façon de demander si j'avais besoin de lui, car l'argent était la seule langue de soins dont il avait jamais été courant. J'ai dit non à chaque fois, mais je suis resté en ligne et lentement, au fil des semaines, les appels se sont allongés. Il a commencé à me parler de mon travail de design. Il a demandé un logo que j'avais posté en ligne. Il a dit que c'était bien. Le compliment était maladroit, livré comme un homme manipulant quelque chose de fragile pour la première fois, mais il était réel. Je pouvais entendre que c'était réel. Delia n'a pas appelé, pas une seule fois dans les 2 mois suivant ma chirurgie. Elle m'a envoyé un SMS une fois, 3 semaines plus tard, un message qui disait « J'espère que tu te sens mieux. Fais-moi savoir si tu veux prendre un café un de ces jours. » J'ai fixé ce SMS longtemps. C'était le genre de message que l'on envoie à une connaissance, pas à une sœur dont la complication chirurgicale a failli la tuer. Je n'ai pas répondu. Pas par colère, mais parce que j'avais finalement accepté quelque chose à quoi je résistais toute ma vie. Delia n'allait pas changer. Elle n'était pas cruelle. Elle n'était pas malveillante. Elle était simplement construite autour d'un centre de gravité qui ne m'incluait pas. Et peu importe à quel point j'espérais, attendais ou étais compréhensive, cela ne changerait rien. Certaines personnes ne vous voient pas. Et la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter de vous tenir dans leur ligne de mire et d'attendre. 2 mois après la chirurgie, fin décembre, j'ai conduit jusqu'à Erie. Les routes étaient dégagées mais froides. Le genre de jour d'hiver de Pennsylvanie où le ciel est un plafond blanc plat et où les arbres nus semblent retenir leur souffle. Je me suis arrêté devant la maison d'Earl sur la colline et je me suis assise dans la voiture un instant à la regarder. C'était un petit bardeau blanc, un Porsche avec 2 chaises berçantes qui n'avaient pas été utilisées depuis la mort de grand-mère Ruth. Une vue sur le lac au loin, argenté et calme sous le ciel d'hiver. Earl était sur le porche quand je suis sorti de la voiture. Il portait sa chemise de flanelle, la même qu'il avait portée à l'hôpital. Il avait une tasse de café dans une main et un jeu de clés dans l'autre. Je suis monté les marches du Porsche. Il m'a tendu les clés sans cérémonie. « C'est à toi maintenant », a-t-il dit. « Pas quand je meurs. »« Maintenant. » J'ai demandé à Harold de déposer les documents la semaine dernière. « L'acte est à ton nom. » « Grand-père, tu ne peux pas juste. »« Je peux. » Je l'ai fait. J'ai 78 ans, Margot. J'ai gagné le droit de faire ce que je veux de ma propre maison. Il a pris une gorgée de son café. De plus, je ne vais nulle part. Je vais vivre dans la chambre d'amis. Tu prends la pièce principale. Elle a la meilleure vue sur le lac. Ta grand-mère disait toujours que c'était la meilleure pièce de la maison. J'ai regardé les clés dans ma main. Elles étaient chaudes de sa poigne. J'ai regardé la maison, le Porsche, les chaises berçantes, le lac au-delà des arbres, et j'ai compris qu'Earl ne me donnait pas seulement une propriété. Il me donnait ce que je n'avais jamais eu en 26 ans d'être une île. Un endroit où j'étais la priorité. Un endroit où je n'avais pas à gagner en visibilité ou à rivaliser pour attirer l'attention ou prouver que mes besoins étaient valides.
Un foyer où les murs tiendraient mes photos parce que quelqu'un voulait qu'elles soient là. J'ai déménagé à Eyrier en janvier. J'ai installé mon studio de design dans la deuxième chambre, celle avec la fenêtre orientée au nord qui laissait entrer une lumière propre et uniforme. J'ai conservé mes clients indépendants. J'en ai pris de nouveaux. Earl et moi sommes tombés dans une routine, petit déjeuner ensemble à 7h30 les jours séparés, dîner ensemble à 18h, promenade le soir quand le temps le permettait. Il me racontait des histoires sur grand-mère Ruth. Je lui montrais mon travail de design. Il ne comprenait pas la plupart des choses, mais il regardait attentivement chaque pièce et disait toujours, celle-là a quelque chose. Reine est venue en voiture le premier week-end où j'étais installé. Elle a apporté du vin et un cadeau de pendaison de crémaillère, une impression encadrée d'une marguerite jaune, la même fleur qu'elle avait apportée à l'hôpital. Nous nous sommes assis sur le porche dans des manteaux épais enveloppés de couvertures, regardant le lac gelé. Tu sais ce que j'ai appris? Ai-je dit. Quoi? La famille n'est pas les gens qui sont censés être là. La famille, ce sont les gens qui se présentent. Reine a trinqué son verre contre le mien. Il t'a fallu du temps. J'ai ri. C'était la première fois que je riais pleinement sans réserve depuis avant la chirurgie. Cela a résonné sur le porche et au-delà de la colline et a disparu dans le vaste ciel gris au-dessus d'Eyrier, en Pennsylvanie, où une petite maison blanche sur une colline était devenue ce qu'elle attendait toujours de devenir, un foyer. Parfois, les personnes censées vous protéger sont celles qui vous apprennent que votre douleur n'est pas importante. Et parfois, un homme tranquille en chemise de flanelle conduit 2 heures sous la pluie pour vous tenir la main parce qu'il croit que se présenter n'est pas facultatif. La chirurgie qui a failli me coûter la vie m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, la preuve que l'amour n'est pas bruyant, pas performatif, pas conditionnel. Il arrive et il reste.